Sarah Barouk, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Avec Je plaisir. suis vraiment très heureuse de pouvoir mettre en lumière ton combat, ton assaut, puisque nous sommes le 25 novembre et que le 25 novembre, depuis 1999, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Avant de te laisser parler, Sarah, l'intitulé de la journée dit Journée internationale. Parce qu'en effet, les violences contre les femmes, elles n'ont pas de frontières. Et j'aurais voulu avoir une pensée pour des femmes à travers le monde qui sont confrontées à ces violences. Et si on devait en retenir que trois, et il y en a beaucoup plus, j'aurais une pensée pour les Iraniennes qui bravent l'oppression du régime avec un courage extrême. Et d'ailleurs, une petite dédicace à une association qui nous est chère à toutes les deux, l'association Femmes Azadi qui porte la voix du combat des Iraniennes ici en France. On peut penser aussi aux Afghanes, à qui on interdit même le droit de parler aujourd'hui, et qu'on cherche à effacer de l'espace public. Qu'on laisse mourir dans les décombres. Qu'on laisse mourir dans les décombres, parce qu'en effet... On ne peut pas toucher une femme pour la sauver. Voilà. Et les Congolaises, qui subissent des atrocités immondes et dans une indifférence plutôt généralisée. On voit donc que le combat des femmes, il est partout, et surtout qu'il touche les femmes, quelle que soit leur géolocalisation, quel que soit leur statut social. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir mettre en avant ton association, ton combat. Tu es une voix indispensable et hyper importante dans le combat que mènent les femmes aujourd'hui, à travers ton histoire, à travers la force de ton écriture. Tu les défends avec courage, avec dignité. Si on reprend les derniers chiffres, un viol ou une tentative de viol déclarée, comme tu me le précisais tout à l'heure, toutes les 2 minutes. Enfin, 2 minutes, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça fait. 149 féminicides à date en 2025. On était à 107 en 2024, moins de 100 en 2023. Jeudi dernier, 4 femmes sont mortes assassinées par leur conjoint. Un jeudi noir, 4 en une journée. Typiquement, cette situation, toi, tu l'expliques comment? Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui avec des chiffres qui ne s'améliorent pas d'année en année, en fait? Il y a évidemment une violence résiduelle en tout individu. Cela dit, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a les chiffres et puis il y a aussi derrière les chiffres. Il y a effectivement une augmentation du nombre de féminicides, mais il y a aussi une augmentation du nombre de dépôts de plaintes pour violence. Donc oui, c'est un sujet qui est capital parce qu'en fait, la violence, elle est partout et quelque part, on en mérite et on reproduit. Donc ne pas s'occuper de cette violence aujourd'hui, c'est condamner nos enfants à être exposés à d'autres violences plus tard. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 270 000 en moyenne plaintes pour violences conjugales chaque année. On estime que c'est moins d'une victime sur 4 qui ose porter plainte. De même, pour les viols, c'est entre 6% et 10% grand maximum de victimes de viol qui portent plainte. Donc on a des chiffres, mais on n'a pas une lecture réelle de la situation. Donc elle est encore pire que... Alors, c'est très compliqué. En revanche, il y a aussi 2 choses à estimer, c'est que plus de personnes qui portent plainte, ça veut dire peut-être plus de personnes qui osent porter plainte et qui se reconnaissent dans la manière dont on parle des violences. D'accord. Donc il y a, oui, de toute façon, une augmentation de la violence partout dans la société. Mais en revanche, un travail conséquent qui est fait justement pour sortir des stéréotypes liés aux violences. Et ça, c'est très important et je pense qu'on va en parler par la suite. Oui. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'on parle des féminicides. Et moi, lorsque j'ai fait ce livre 125 et des milliers, où finalement, on disait qu'une femme mourait tous les 2 jours et demi en France, donc en moyenne 125 par an, on m'a dit, en gros, c'est moins que les accidents de la route, pourquoi en faire une cause, quoi? Sauf qu'en réalité, ce chiffre-là, c'est un chiffre officiel, mais il n'est pas vrai. Que lorsque, par exemple, on inclut les suicides forcés
parmi les féminicides. C'est-à-dire lorsque, à force d'être harcelée, menacée, finalement victime de violences, est tellement persuadée que la société ne pourra rien pour la sauver, une femme finit par se suicider, parfois en entraînant ses enfants. Ça s'appelle un suicide forcé et c'est reconnu comme un féminicide par la loi depuis 2020. D'accord. Sauf que ce n'est pas inclus dans les statistiques. Ça rentre pas dans les statistiques. Et que si jamais c'était le cas, on serait à 1,5 femme qui meurt par jour, en gros, en France. Que ce chiffre-là n'inclut pas non plus les co-victimes. Quand l'assassin tue la maman qui a hébergé sa fille, la meilleure amie qui l'a hébergée aussi, les enfants, etc. Ceux-là, ils sont nulle part. Et enfin, il n'y a aucune étude officielle qui se charge de mesurer l'impact sur la santé, en l'occurrence des femmes, de la violence au quotidien. Alors, à chaque fois qu'on interroge des oncologues, des endocrinologues, des cardiologues, enfin tous les hogs qui ont le malheur d'annoncer des maladies plus sérieuses, tous s'accordent à dire que un fort stress au quotidien, la peur au quotidien, surtout quand elle est contre-intuitive dans la mesure où le foyer, c'est censé être l'endroit où tu es en paix et où tu es en sécurité. Donc, lorsque tu sais que ton foyer, toi, c'est le contraire et que du coup, tu vas à contre-courant de la société, ce qui est encore plus culpabilisant, forcément que tu développes des maladies. Ou que certaines maladies s'accentuent et se développent plus vite. Et ça, j'ai envie de dire, c'est nulle part. D'accord. Et c'est cette immense différence entre les 270 000 plaintes que l'on peut multiplier aisément par 4, puisque c'est moins d'une victime sur 4, donc 1,2 million en gros, et le 125 officiels. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Lorsqu'on a échangé rapidement tout à l'heure, tu disais en plus que pour toi, dans la plupart des féminicides, c'est en plus le premier coup qui tue les femmes. Et donc, le concept qu'on avait à l'époque et dont on parlait à la première gifle, je m'en vais, c'est même pas ça aujourd'hui qu'il faut inculquer aux femmes, et c'est qu'il y a un avant. Et c'est tout ça qu'il faut réussir à percevoir. Effectivement, tu touches là le problème des stéréotypes, des victimes, des auteurs de violence et de ce qu'est la violence. Et encore aujourd'hui, on pâtit de ces représentations erronées. Pendant des années, on a représenté à travers les campagnes des victimes de violence avec un cocard, avec du sang qui coule. Sauf qu'effectivement, dans 60% des cas de féminicide, c'est-à-dire les victimes qui finissent par mourir de ça, elles meurent au premier épisode de violence physique. En revanche, près de 100% d'entre elles, c'est-à-dire qu'on est autour de 99, etc., subissaient du contrôle coercitif, c'est-à-dire toutes les autres formes de violence qui tissent finalement une toile à l'intérieur de laquelle tu te retrouves prisonnière à la fin et dont tu ne peux plus sortir. Donc, finalement, cette notion de graduation du danger, elle est fausse. Elle est fausse parce que personne n'est capable de dire quand une personne violente va passer à l'acte pour lequel il n'y a plus de retour en arrière, c'est-à-dire la mort. On a toujours dépeint aussi les auteurs de violence comme des monstres. Alors que c'est pas vrai. Que souvent, ces auteurs de violence sont aussi le résultat d'une histoire de violence. Et ce qui fait que les victimes restent, c'est parce que justement, elles éprouvent de l'empathie vis-à-vis de cette personne qui fait partie de leur vie, en fait, qu'elles aiment. Dans la vie, on peut aimer des salopards. On peut aimer des personnes violentes. Enfin, parce que les personnes, il y a une constellation d'identités dans nos identités. C'est pas parce que je vais détester une facette de toi que je vais pas aimer toutes les autres. Et au contraire, on nous éduque même au pardon, au fait de reconnaître en l'autre ses qualités plutôt que ses défauts, etc. Donc, elle est où la limite? C'est très difficile. Surtout quand on est en empathie vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime et que l'on comprend que les épisodes de violence sont des moments où cette personne ne se maîtrise plus, où elle reproduit quelque chose qu'elle a vécu enfant, et donc on a tendance à voir en elle l'enfant qui souffre encore plutôt que l'adulte qui pète les plombs.
l'adulte dysfonctionnel. Enfin, encore une fois, c'est toujours plus parlant quand je parle d'exemples concrets. Enfin, moi, le père de ma fille devenait fou si je ne n'astiquais pas correctement le couvercle en inox de la poubelle. Voilà. Ça peut paraître fou. Enfin, on te dit oui. Rationnellement parlant, quand tu me le dis comme ça, oui. 2 jours de dispute à t'empêcher de dormir, de manger, d'aller aux toilettes sans autorisation parce que tu as fait la bêtise de ne pas astiquer le couvercle des toilettes. On te dit, mais pourquoi elle reste? Sauf que... Et surtout, te connaissant, on se dit, voilà, mais comment c'est possible? Comment c'est possible, en fait? En fait, parce que moi, j'avais une carence affective énorme, que la solitude, c'est-à-dire le quitter, d'accord, mais le quitter pourquoi et comment? Et pour aller où? Tu vois, le quitter. Bon, moi, être seule, c'était ma terreur dans la vie. À ce moment-là, je n'avais pas encore d'enfant, donc je me suis dit, voilà, je vais me retrouver 37 ans, toute seule, je vais me présenter dans n'importe quelle relation, je vais forcément être méprisée en tant que femme, parce qu'on a ces injonctions encore, qu'une femme qui n'a pas d'enfant et pour qui c'est pas un choix, c'est très dur en fait. Donc, on a tout ça et on est prisonnière de tout ça, de toutes ces représentations. En tout cas, c'était mon cas. Donc, quand il pétait les plombs comme ça et que je voyais pourquoi, enfin, j'avais l'impression de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que sa maman, à lui, était quelqu'un de maltraitant à ce niveau-là, d'extrêmement maniaque, qui le punissait, mais à travers des punitions totalement folles, si le petit garçon qu'il était ne faisait pas ce qu'il fallait. Donc, si tu veux, plutôt que de voir l'adulte responsable, je voyais l'enfant en lui qui souffre encore. Et t'arrivais à l'excuser, tu te disais finalement je l'ai cherché, je le mérite. Est-ce que tu te considérais comme une victime ou tu te disais finalement je suis peut-être un peu coupable aussi, c'est moi qui l'ai mis dans cet état-là, j'aurais dû faire un effort, je le savais. Parce qu'il y a aussi cette espèce d'inversion de la situation et voilà la victime qui se sent coupable et qui se dit mais du coup je l'ai mis dans la situation de se mettre en colère et donc c'est de ma faute. En fait, il faut savoir que lorsqu'on est dans une relation de lien toxique, on est en absurdie. C'est-à-dire que moi, par exemple, pendant des années, donc du coup, il m'a un peu retenue avec cette question de l'enfant, parce que je voulais absolument un enfant, et lui, il me repoussait systématiquement pour que je rentre dans une forme de soumission. D'accord. Sachant que j'avais très peur de le quitter aussi, même si j'ai essayé plusieurs fois. Donc, il y avait ce rapport à l'enfant qui devenait obsessionnel pour moi. J'ai fait plusieurs tentatives, enfin, disons, je suis tombée enceinte une première fois, et ça s'est soldé par un épisode de violence totalement dingue. Donc j'ai fait plusieurs tentatives d'en reparler avec lui, de voir comment on pouvait aborder le projet de l'enfant, ce qui n'arrivait jamais. J'ai fini par tomber enceinte et il a accepté qu'on la garde, quand j'avais quand même 38 ans, si je signais une liste de conditions. Les conditions, c'était que par exemple, ça ne devait rien changer à sa vie. Alors qu'un bébé qui pleure toutes les nuits, forcément, ça va changer quelque chose. Ouais. Que, étant donné que c'était mon souhait à moi, je ne devais pas demander d'aide extérieure. Ça voulait dire que personne de ma famille n'avait le droit de monter à la maison, que je n'avais pas le droit de prendre une nounou ou de faire appel à une crèche. Donc, comment je travaille? Sachant que je devais continuer de participer au foyer. Donc, si tu veux, c'était de l'absurde. Mais moi, ne pas signer cette liste et donc me dire que peut-être je devrais aller me faire avorter, c'était pas possible en fait. Donc tu as signé? Bien sûr, j'ai signé. Mais dans cette liste, par exemple, il y avait l'interdiction d'autoriser ma famille à porter la petite pendant 1 mois. Parce qu'il ne fallait pas qu'elle s'attache à d'autres odeurs que nos 2 odeurs. Donc moi, ma mère, pour qui c'était son premier petit enfant, elle n'a pas pu porter ta fille. Non. Et donc j'avais cette culpabilité. Ouais. Elle n'avait pas non plus le droit de voir ma fille sans son autorisation à lui, mais comme il pensait que ça m'influençait de voir ma mère, je n'avais pas le droit de voir ma mère. Donc en fait, je donnais rendez-vous en cachette dans la rue pour quand j'allais faire mes courses, pour que ma mère me croise par hasard quand je faisais mes courses. Ah oui. Donc quand je te dis de l'absurdité, c'est de l'absurdité. C'est une emprise, Et en fait, ce qui est surtout frappant, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui, tu es connue, tu es une femme de caractère, mais je l'ai toujours tu as été, en fait. C'est ça. Et en fait,
la situation et cette espèce de dépendance affective, je sais pas trop comment... C'est une faille. En fait, la te- violence, elle s'immisce toujours dans les failles narcissiques, c'est-à-dire les failles de l'estime de soi. Moi, j'étais tellement persuadée que j'étais un cas, voilà, que jamais personne ne voudrait de moi. Et puis, il fallait voir ma tête à cette époque-là. Enfin, je veux dire, c'était une destruction, quoi. Voilà, j'étais persuadée même que je ne saurais plus écrire si je le quittais. D'accord. J'ai fait le livre qui, pour moi, le plus marché. J'en avais écrit d'autres avant, mais j'étais persuadée que si je le quittais, je ne saurais plus aligner des mots. C'est te dire jusqu'où ça allait. Mais pour reprendre cette espèce de liste, quand il a peut-être compris que je voyais ma mère en cachette comme ça, il s'est mis à renifler le crâne de ma fille quand je rentrais des courses. Donc il y a eu des fois où ça a débouché sur des disputes. Et donc là, je considérais que c'était de ma faute et je demandais pardon parce que j'avais enfreint la règle que j'avais signée. Que tu avais signée. Et je vais te poser une question. Tu avais conscience, je pense, de la situation. Bien sûr. À quel moment tu t'es dit qu'avoir un bébé avec cet homme et du coup la mettre dans une situation pas des plus stables, sereines et en sécurité pour elle, voilà, quand tu es mère de famille, tu veux le meilleur pour ton enfant, comment tu as réussi à faire la dissociation entre ton désir, toi, d'être mère et de te dire, pour autant, je mets ma fille en danger. Et je pense que par la suite, Non, mais tout c'est le ce qui monde t'a fait pose partir. cette question et je pense que c'est important de la poser parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent jugées et culpabilisées quand on leur pose cette question. En revanche, moi, je pense qu'au contraire, c'est très important d'expliquer. Il y a deux facteurs. Il y a le fait que comme j'étais persuadée que sa peur ultime à lui, c'était que je le quitte et donc d'être abandonnée. Parce qu'il faut savoir qu'on ne quitte jamais un homme qui nous violente, on a toujours l'impression de l'abandonner. D'accord. D'accord, parce qu'on est essentiel et c'est ce qui flatte notre faille. Enfin, bon, voilà, il me disait que si je partais pour quelqu'un, il le tuerait et il se tuerait aussi. D'accord. Enfin, tu vois, donc d'un seul coup, tu as de l'importance. Quand tu penses ne pas en avoir, il y a un côté flatteur. Ça peut paraître fou, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr. Ça te rassure sur le fait que tu vaux quelque chose. Bien sûr. Et donc, comme il avait cette peur que je l'abandonne, je me suis dit, mais en fait, un enfant, ça va tout arranger. Puisque son enfant, ça va combler cette peur de l'abandon. D'accord. Donc j'étais persuadée que notre solution, c'était ça. Et qu'il changerait avec l'arrivée de ta Ce fille. qui a bien sûr été le contraire. La deuxième chose, c'était que moi, en tant que femme, et ce n'est pas un jugement encore une fois des femmes qui ne veulent pas d'enfants, à ce moment-là, je n'envisageais pas de continuer à vivre si je n'avais pas d'enfant dans ma vie. Donc, véritablement, je me suis dit, je n'y arriverai pas. Et donc, il y a eu cette espèce aussi de, si je veux continuer à vivre et que je n'arrive pas à le quitter, ce sera donc un enfant avec lui. Ce sera donc un enfant avec lui. Je n'y arrive pas parce que je n'en ai pas la force, mais aussi le peu de fois où j'en ai la force, il m'en empêche. Oui, bien sûr. Tu vois, donc, bien sûr. Je veux dire, voilà, je me suis dit, soit je continue à vivre et du coup, ce sera un enfant avec lui et peut-être que justement, ça va tout arranger. Ça va tout arranger, oui. Soit je meurs. Et qu'est-ce qui t'a fait du coup, parce que j'entendais un reportage ce matin d'une avocate qui disait par exemple qu'elle a une de ses clientes qui a un bracelet anti-rapprochement et qu'il y a fallu qu'il se déclenche 99 fois pour que la justice prenne en compte voilà, le fait qu'il ne respectait pas cette mesure et que du coup cette femme était en danger. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait prendre conscience que tu devais partir? Et j'imagine que la décision a été extrêmement difficile. Mais voilà, à quel moment tu t'es dit maintenant je dois partir, soit pour moi, soit pour ma fille, mais voilà, quelle a été ta prise de conscience? Et voilà, s'il y a d'autres femmes qui t'écoutent aujourd'hui, comment tu as trouvé la force et comment tu as pu lancer cette démarche aussi compliquée a-t-elle dû être, j'imagine? Alors, il y a eu, je dirais qu'il n'y a pas un déclic. C'est une somme de déclics. D'accord. Et c'est un chemin qu'il faut faire. Voilà. Donc, moi, l'arrivée de ma fille a été
un énorme choc parce que du coup, toutes les certitudes que je m'étais fabriquées toute seule ont volé en éclats sur sur le mur de la réalité. Ouais. Que forcément, quand il y a quelqu'un qui a envie que vous soyez totalement dépendante de lui et soumise à ses désirs, quand un bébé arrive et qu'il faut le changer, l'allaiter, le baigner, Mais oui. on n'a plus autant de temps pour faire un bon petit repas et une maison nickel, quoi. Ouais. Donc, forcément, ça a débouché sur encore plus de violence. D'accord. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule, puisque 82% des plaignantes sont des mères. Voilà. Et qu'en général, les violences se déclenchent ou s'intensifient fortement à l'arrivée de l'enfant. Donc il y a eu ça, il y a eu l'impact sur elle de ce quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment pensé à un moment donné que j'étais en train de fabriquer une future victime parce que le quotidien que je lui offrais, ou en tout cas que je nous laissais lui offrir, c'était ça. Je me suis dit, forcément, elle va chercher ça plus tard. Puisqu'on cherche toujours ce qu'on a connu. C'est ce qui nous rassure. Bien sûr. Sinon, il faut créer. Et l'être humain, tout le monde n'est pas fait pour créer une nouvelle normalité, en fait. Et puis, j'ai beaucoup parlé, notamment avec Boris Cyrulnik. Je lui dis, mais finalement, ça tient à quoi de quitter la violence? Il dit, en fait, ça tient à 3 choses. Ça tient dans le fait d'avoir un environnement compréhensif et protecteur. C'est pas forcément la famille. Ça peut être un voisin. Ça peut être une boulangère au coin de la rue. Ça peut être, en fait, voilà, un petit comité de confiance. Et c'est en ça que, pour moi, les témoins sont finalement la partie principale de la prévention. Ça ne se joue jamais que entre la victime et l'auteur des violences. Ça se joue avec cette troisième entité qui est le témoin. Donc, un environnement protecteur, un projet. Parce que partir dans le vide, en fait, on ne part pas. On ne part pas pour l'inconnu quand déjà le connu fait peur. On préfère rester dans ce qu'on connaît, quitte à un morfon, plutôt que de sauter dans le vide. Oui. Et un modèle, ou des modèles, des gens qui disent autre chose est possible, et je te le prouve. Et donc c'est pour ça que les prises de parole, il y a beaucoup de personnes qui disent on n'en peut plus des récits de victimes, etc. En fait, c'est capital, parce que c'est une main tendue pour dire autre chose est possible. Regarde. Aujourd'hui, donc il y a l'association 125, évidemment 125 et après. Et puis tu as un deuxième sujet qui te tient à cœur, c'est notamment les collectes. Est-ce que tu peux nous en dire oui. Voilà, en fait, dans l'association 125 et après, qui est vraiment une association d'accompagnement et d'aide aux victimes, on essaie d'avoir des actions d'impact. On sait que le laps de temps qui suit un départ de foyer, mais bien souvent aussi le post-séparation, comme on l'appelle, parce que forcément, il y a beaucoup de cas où quand on a vécu des violences et qu'on parvient à s'extirper de ça, et qu'on a des enfants avec cette personne, les enfants deviennent des messagers de messages violents, donc eux-mêmes prennent sur eux beaucoup de violence. C'est la coparentalité sur fond de violence, elle est délicate. Et le moment où les victimes finissent par s'enfuir, c'est généralement un scénario catastrophe, ce qui a été mon cas. Moi, je me suis enfuie. J'imagine que tu prépares pas. Voilà, Il y a eu la dispute de trop qui m'a fait très peur. Et donc, j'ai pris mon bébé, mon ordi, et je suis partie bip chez mes parents. J'avais même pas de culotte à moi. Et la plupart du temps, c'est ça. Toutes les femmes de mon association bénévole, on a toutes vécu la même situation où on avait plus rien. Donc moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu aller chez mes parents, mais il y a plein de femmes qui se retrouvent dans des hôtels et qui n'ont rien. Donc, on a décidé de faire une collecte pour composer des kits de première nécessité pour des mamans en fuite avec leurs enfants. Ça veut dire qu'on a besoin de tout ce qu'il faut pour changer un bébé,
pour prendre une douche. Donc ça veut dire du savon, éventuellement une serviette, qu'on a besoin de change de vêtements, qu'on a besoin de... Alors il n'y a plus de ticket de métro, mais peut-être un pass Navigo Bien Liberté, sûr. parce que aller porter plainte, faut y aller. Faut y aller. Non, Quand mais on bien part sûr. sans rien, Bien sûr. on fait comment? Bien sûr. Donc voilà, on a besoin de quoi donner à manger et à lire ou à jouer à des enfants, parce que quand on porte plainte, ça prend en moyenne 3 à 4 heures. On fait quoi quand il y a des enfants dans le hall du commissariat? Parce qu'il n'y a pas de babysitter dans les commissariats en fait. Non, mais oui. Donc Non, mais on fait comment? bien sûr. Moi je sais, ça a pris 3h30. Je suis sortie de là, j'étais vidée. Mais j'avais de la chance d'avoir ma mère qui a gardé ma fille. Bien sûr. On Oui, fait non, mais tout le comment monde quand il n'y a pas la tout le monde maman? n'a pas cette chance. Non, non, là-dessus, Donc en général, on a des gendarmes ou des policiers qui deviennent babysitters dans le hall des commissariats et des gendarmeries pendant qu'il y a les personnes en état d'ébriété ou les vols de portable. Oui, parce qu'en plus, voilà, voilà, un donc- enfant au commissariat. Et comment bien on sûr. fait? Donc là, il faut à manger, il faut peut-être un jeu, peut-être une histoire à lire. Donc c'est tout ça qu'on veut rassembler dans des kits D'accord. et on va équiper les commissariats, les gendarmeries, les associations et donner à nos victimes aussi. D'accord. Typiquement, donc, tu as listé à peu près les produits Ouais. que tu recherches. Ces kits, on peut les déposer. Donc, tu as des points de collecte Alors, on a aujourd'hui. 4 Tu points de cherches collecte qui des. sont sur les réseaux sociaux, mais D'accord. pourquoi pas à la mairie de Levallois? D'accord. Si t'es d'accord. Oui, ou en tout cas, Voilà. bien sûr. Et on invite tous ceux qui le souhaitent à les composer avec nous le samedi 29, donc, D'accord. à l'association 125 et après, dans le D'accord. 19e arrondissement. On aimerait pouvoir avoir 1000 kits. D'accord. Et on vous propose de les assembler, de trier tout avec nous, de mettre la main à la pâte pour faire quelque chose de bien. D'accord. Bah, écoute, en tout cas, tu peux compter sur moi. Je serai là samedi 29. Dernier sujet, tu l'as sous-entendu, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les vrais chiffres, mais que même les chiffres qu'on a sont quand même font froid dans le dos, typiquement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces chiffres soient en baisse en 2026? À quel moment la justice, la formation des policiers, qu'est-ce que toi tu aurais comme conseil, toi qui l'as vécu, qui t'es retrouvé dans le rôle de la maman qui part, qui va porter plainte au commissariat, qui a un suivi judiciaire, qui a une avocate, et puis tu y es côtoyé, enfin voilà, tu côtoies ces situations quotidiennement avec l'association. Qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme conseil, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice sur ces sujets? Tu as 5 heures? Ah, vas-y. Non, il y a effectivement déjà c'est... Je leur donne une dans ma tête. Vas-y. Au niveau juridique, il y a déjà de lutter contre des préceptes très anciens, que sont par exemple la notion d'aliénation maternelle. Que dans beaucoup de cas où des femmes essayent de prouver une violence, parce que généralement elles s'en rendent compte quand ça arrive sur leurs enfants, que ce soit avant la séparation ou après, il y a encore beaucoup trop de cas où on leur reproche d'avoir monté la tête de leurs enfants et que ça a été, théorisé à travers cette notion d'aliénation maternelle. Voilà, donc ça, il y a encore beaucoup d'abus juridiques par rapport à cette notion-là. Donc je pense que la formation des magistrats à ce qu'est le contrôle coercitif, à ce que sont vraiment finalement les violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles, notamment pas uniquement en termes de preuves, mais en termes d'impact émotionnel et psychologique. C'est capital. Parce qu'on ne comprend pas les violences si on s'en tient uniquement aux faits qui impressionnent, c'est-à-dire un bleu, c'est-à-dire 120 SMS dans une même soirée. En fait, les violences, c'est un grignotage du quotidien. Sauf que porter plainte pour du grignotage, ça n'a pas de valeur. Parce que les magistrats ne le comprennent pas. Tous ces signaux faibles, en fait, on n'arrive pas à Exactement. les détecter. Et quand on les détecte, Tout c'est simplement trop tard, quoi. parce que les personnes qui jugent de s'il y a violence ou pas ne sont pas formées à les distinguer. Donc ça, voilà, déjà, cette question de la formation, et c'est pareil pour la police, aux signaux faibles, à l'impact psychologique et émotionnel des violences, c'est très compliqué. Voilà. Donc, il y a déjà cette première étape. Ensuite, il y a comment je donne la possibilité aux victimes de se défendre.
aujourd'hui, l'aide juridictionnelle, elle est conditionnée à un certain niveau de revenu Oui. qui est extrêmement faible. Donc, en gros, qui ne concerne personne. Ouais. Il n'y a pas de barrière sociale, il n'y a pas de barrière religieuse, culturelle Ah non, bien sûr. aux Ça, violences. oui, ça, oui. Et ça Sauf n'arrive pas qu'aux autres. qu'un avocat, pour des violences conjugales, ça va te coûter entre 11 et 17 000 euros. Voilà. Bah, faut les sortir, en fait. Oui. Même si tu gagnes correctement ta vie. Oui. Bien sûr. Finalement, la première étape d'un dépôt de plainte où tu vas faire, l'avocat va envoyer le courrier, va faire la convention, etc., etc. Il faut sortir cash entre 3 et 4 000 euros. Bah, en fait, quand tu viens de t'enfuir, que tu as l'appartement à retrouver, toutes les fringues à repayer, le cartable, le machin, le truc, Bien sûr. les jouets, bah, tu n'as pas encore 3 à 4 000 euros. Bien sûr. En fait, on a une justice et une aide qui est géniale pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Typiquement, qui vont rentrer dans le cadre de l'aide juridictionnelle, Oui. En gros, c'est moins de 13 000 euros par an. Et la plupart des femmes victimes de violences, elles travaillent. 62% des plaignantes, elles sont salariées. Donc, quand tu isoles de ce chiffre celles qui sont encore étudiantes et celles qui sont retraitées, tu te rends compte que 75% des plaignantes, elles bossent en fait, elles sont dans l'entreprise. Oui. Sauf qu'elles n'ont pas 3 000 euros cash à sortir au moment où Bien elles sûr, viennent de s'enfuir. Oui. Donc, c'est une question de moyens en fait. Il y a plein de manières d'agir sans que ce soit à l'État de tout payer. Mais il faut que l'État aide, notamment peut-être en facilitant l'emprunt à des conditions très intéressantes, à des taux très bas, en fait, pour les victimes de violences conjugales. Mais ça, moi j'en parle, je ne cesse de le quémander auprès des banques. Si tu n'as pas l'État derrière qui garantit ces emprunts, Oui, il n'y aura bien sûr, pas. il n'y aura pas. Non, je suis d'accord. Justement, en parlant des banques, c'était assez marrant tout à l'heure. Tu disais qu'en fait, pour toi, les banques pourraient être les premiers lanceurs d'alerte Tout à fait. sur une situation de violence conjugale dans un couple. Typiquement, tu l'identifierais comment, toi? Les violences conjugales, c'est simple, ça commence en général par des violences économiques. Ce qui signifie que quand le poids, en fait, le coût de la famille ou du couple impacte uniquement la femme, en l'occurrence, ou une des deux personnes qui est la dominée, entre guillemets, dans le couple. Parce qu'il n'y a pas que des couples, déjà au sein des couples hétérosexuels, il y en a aussi au sein des couples homosexuels. Oui. Et puis, il arrive que des hommes soient victimes de femmes. Oui. Donc, moi, je suis pour faire comprendre que la violence, elle est partout et qu'elle se niche dans toutes les failles. Que oui, les femmes ont peut-être plus besoin d'être aimées, croient plus au romantisme, croient plus à l'homme sauveur. Mais oui, mais on nous éduque. Mais on nous éduque, bien sûr. Et moi, quand j'ai fait ce livre 125 et des milliers, j'avais une proportion de fans de contes de fées qui espéraient vivre un Walt Disney Avec un prince charmant, ouais. assez impressionnant Bien en sûr. fait. Donc, cette idée qu'on va être sauvé, qu'on va être reconnu dans la société parce qu'on va se marier, on va faire le mariage de rêve, en fait, on est biberonné à ça. Oui. Et ça nous place dans une position d'asymétrie et de soumission d'emblée. Ah, mais le prince Donc, charmant qui vient de chercher voilà, son cheval mais- blanc, toi, mais en fait, c'est pas drôle parce Non, que ah non, bien sûr. on l'attend. Et même, on se juge entre femmes. Parce que quand tu regardes, finalement, c'est quoi la reine dans un conte de fées? Qu'est-ce qui se passe quand tu es la princesse élue? Bah, t'empêches toutes les autres d'accéder au trône. Tu détrônes ta mère. Ouais. Donc, si tu veux, d'emblée, ce schéma-là, il crée une compétition entre les femmes. Bref, Oui. tout ça pour dire que la violence économique, c'est finalement quand on demande toujours à maman de payer la cantine, quand on demande toujours à maman l'argent de poche, quand c'est toujours toi qui réserves les billets de train et donc qui les avance et puis que tu n'oses pas demander ensuite parce que, bon, quand même, là, il a payé le resto, est-ce que je vais quand même demander les billets de train même si ça avait coûté 2 fois plus cher? Enfin, en fait, quand le coût opérationnel du couple ou de la famille, c'est toi qui le payes. Et bien ça, comme ça te paupérise, ça te met dans une situation d'asymétrie. Oui, bien sûr. Et donc, Et du c'est coup, le de début. toute façon, bien sûr. C'est le début, parce qu'en fait, peu à peu, tu sais que tu peux plus partir. Oui. Sarah, merci infiniment. Franchement, c'était passionnant. Merci à toi. C'était vraiment un honneur d'échanger avec toi ce 25 novembre. Et en tout cas, tu peux compter sur moi et j'espère beaucoup de Levalloisiens pour venir faire les kits samedi prochain au siège de l'assaut. Tu nous as dit l'adresse?
71 rue Archereau, dans le 19e arrondissement, mais je pense que je te donnerai tous les détails Eh si ben, tu les mettre. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup en tout cas et Je félicitations voudrais pour tout ce juste que tu fais. dire, s'il y a des victimes qui nous regardent, que autre chose est possible, que la violence et la peur au quotidien, et que si elles doutent de ce qu'elles vivent, elles peuvent faire le test Suis-je victime de violence que j'ai créé, qui est partout sur nos réseaux sociaux et sur le site de l'association 125 et après. Il fonctionne et il y a des solutions à faire là, tout de suite, maintenant, même quand on est toute seule. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à vous deux.